On passe maintenant à l'étude du transistor bipolaire NPN en régime statique. Après, en fin de vidéo, on va voir la caractéristique de sortie pour compléter le réseau de caractéristiques du transistor BJT NPN. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a deux régimes de fonctionnement du transistor bipolaire. Le régime statique, qu'on va voir dans cette vidéo, et le régime dynamique. Donc, il y a deux régimes. Régime statique et régime dynamique. Le régime statique correspond à la polarisation. Donc, ça correspond à la polarisation du transistor. Donc, polarisation, c'est-à-dire alimentation. Parce que pour pouvoir fonctionner, un transistor a besoin d'une source d'alimentation, bien sûr. On dit que le transistor est un composant actif parce qu'il a besoin d'une source d'alimentation pour fonctionner. Le régime dynamique, ça correspond tout simplement à la fonction d'amplification du transistor, c'est-à-dire le fonctionnement du transistor comme amplificateur ou bien commutateur, bien sûr. En d'autres termes, on peut dire que le régime statique fournit de l'énergie au transistor pour pouvoir fonctionner en régime dynamique. Parce que l'objectif, c'est le fonctionnement du transistor en régime dynamique comme commutateur ou bien comme amplificateur. Le régime dynamique va être étudié dans une vidéo ultérieure. Pour le moment, on va se concentrer sur le régime statique. Et en particulier, on va voir les circuits de polarisation utilisés pour le transistor BJT NPN. Le premier circuit de polarisation qu'on peut voir, c'est un circuit de polarisation très simple. Donc, c'est un circuit de polarisation basique. Ce circuit est très simple. Il n'est jamais utilisé dans les applications réelles, mais il va nous permettre de comprendre le principe de polarisation d'un transistor d'une manière plus simplifiée. La première chose qu'on va faire, c'est de vérifier est-ce que le transistor est correctement polarisé avec ce montage et avec les valeurs utilisées pour les différents composants de ce montage. Ceci signifie qu'il faut vérifier deux choses. Donc, il faut vérifier que la jonction BE est polarisée en direct et la jonction BC polarisée en inverse. Parce que nous avons dit pour qu'un transistor fonctionne correctement, il faut que la jonction BE soit polarisée en direct et la jonction BC soit polarisée en inverse. Donc il est facile de vérifier ceci puisqu'on a toutes les valeurs et ici les paramètres du montage. On commence par la jonction BE. Pour la jonction BE, il est évident qu'elle est polarisée en direct. Pas besoin de faire beaucoup de calculs parce que ici, cette source d'alimentation en entrée VBB, donc VBB qui est égal à 5 volts. Donc dans ce montage, regardez ce montage. Donc en entrée, nous avons dit que le transistor est équivalent à une diode. Donc c'est la même chose que le montage simple que nous avons déjà vu pour une diode. Il faut que la tension d'entrée soit supérieure à 0,7, le seuil de la diode, pour que la diode soit passante. Donc puisque 5 volts est supérieur à 0,7 volts, donc on déduit que la jonction BE est polarisée en direct. Après, pour la jonction BC, tout d'abord, puisque la jonction BE est polarisée en direct, donc la tension VBE est à peu près égale à la tension de 0,7 volts, comme pour une diode. Donc, d'autre part, la tension VC, donc VC est égale à la tension VCC moins RC fois ici. Donc, la tension en ce point ici, C, le collecteur,
est égal à la tension ici, l'alimentation de sortie, moins RC fois le courant IC. Ce qui implique que VC égale à VCC moins RC fois bêta IB. Donc VCC est donné, RC est donné, bêta est donné. Donc on a besoin de calculer la valeur de IB. On peut calculer la valeur de IB en utilisant le circuit d'entrée. Donc le circuit d'entrée nous donne l'expression suivante. VBB, la tension d'alimentation, est égale à VBE moins RB fois IB. Donc à partir de là, on peut tirer l'expression de IB. Donc IB peut être exprimé par VBB moins VBE divisé par RB. Une simple application numérique nous donne la valeur de IB qui est 0,43 mA. En remplaçant la valeur de IB dans l'expression de VC, on obtient la valeur de VC. Donc application numérique nous donne VC égale à 3,55 volts. Et donc, la tension VBC, c'est VB moins VC. VB, c'est quoi? VB, c'est cette tension entre le point B et la masse. La masse, je rappelle ici que la masse, ça coïncide avec l'émetteur 1. Donc, VB, c'est tout simplement VBE parce que la masse, c'est E. VB, c'est 0,7. Et VC, c'est cette tension. Donc, déjà calculé, moins 3,55. Donc, ceci est clair. Donc, c'est inférieur à la tension C0,7. Et donc, la jonction BC est polarisée en inverse. Donc, puisque la jonction BE polarisée en direct et la jonction BC est polarisée en inverse, on en déduit que le transistor dans ce montage avec ses valeurs de paramètres est polarisé correctement. Il y a d'autres montages de polarisation qui sont plus utilisés en pratique. Par exemple, le montage de polarisation par réaction sur l'émetteur. Donc, on remarque d'abord dans ce montage qu'il n'y a pas une tension d'alimentation d'entrée et de sortie séparée. Donc, il y a une seule tension, VCC, qui alimente l'entrée et la sortie. Dans ce montage, pour que le transistor fonctionne normalement, il faut que la jonction BE soit polarisée en direct et la jonction BC soit polarisée en inverse pour l'entrée. Donc, il suffit que VCC soit supérieur à 0,7 pour que BE, la jonction BE, soit polarisée en direct. Parce que ici, donc la tension VCC, elle est là. N'oublions pas que le courant IB, il est très très faible, donc cette tension, elle est négligeable. Et donc, on va avoir une tension de sortie ici, presque, on a VCC ici. Donc, il suffit que VCC soit supérieur à 0,7. Si vous voulez, donc, 1 volt ou les 2 volts est largement suffisant pour que la jonction BE soit polarisée en direct. Après, pour la jonction BC, on peut prendre, juste pour simplifier les calculs, on peut prendre pour la jonction BC de sortie, on peut prendre la tension V0 égale à 0 pour obtenir une expression plus propre qui traduit la condition pour laquelle le BC est polarisé en inverse. Donc, on a VB égale à VCC moins RB fois IB. On a VC égale à VCC moins RC fois IC.
Donc, puisque la tension c'est V0, donc il faut que VBC soit inférieur à 0. VBC inférieur à 0 implique que VB inférieur à VC. Donc, ceci implique que VCC moins RB IB inférieur à VCC moins RC fois IC. Donc, ceci à son tour implique que RB fois IB supérieur à RC fois IC. En remplaçant IC par bêta IB, on obtient l'expression finale qui traduit la condition pour que la jonction BC soit polarisée en inverse, c'est RB supérieur à bêta RC tout simplement. Un autre exemple de polarisation du transistor, c'est le montage de polarisation par pont de base. On appelle ceci le pont de base. Donc ce montage de polarisation est très utilisé en pratique parce qu'il présente des propriétés intéressantes en matière de stabilité. Donc c'est ce montage qu'on va utiliser lorsqu'on étudiera le montage réel en régime dynamique. On passe à l'étude de la caractéristique de sortie ici en fonction de VCE. C'est une caractéristique importante parce qu'elle nous permet de faire l'analyse du comportement du transistor, que ce soit en mode commutation ou bien en mode amplification. Elle est importante parce que elle nous donne les variations, le changement de IC en fonction de la tension de sortie VCE, mais également en fonction du courant d'entrée IB. On verra ça par la suite. Donc, on va voir à quoi ressemble une caractéristique de sortie, mais d'abord, il faut représenter quelques valeurs particulières de VCE. Donc, VCE SAT, c'est la tension de saturation, et VCE max, la tension maximale supportable par le transistor. Donc, une caractéristique de sortie à la forme suivante. Avant VCE SAT, le IC dépend fortement de VCE. Donc, IC augmente avec VCE. Une fois on atteint la valeur de VCE, le changement ou la variation de IC en fonction de VCE va diminuer. Donc on va avoir une valeur de IC presque constante pour des valeurs de VCE qui augmentent. Donc voilà. Mais une fois on arrive à VCE max, on entre dans ce qu'on appelle la région de claquage. Donc explosion du courant IC pour des valeurs VCE supérieures à VCE max. Donc on appelle ça la région zone de claquage. Donc la zone de claquage, il ne faut pas faire fonctionner le transistor dans cette zone, bien sûr, sinon on risque de l'endommager. Donc il reste les deux autres régions. On appelle cette région la région linéaire. Région, bien zone linéaire. Donc un changement linéaire ici par rapport à VCE. Presque ici il reste constant ici dans cette région en fonction de VCE. Et ici nous avons l'expression IC égale à bêta IB est vérifiée ici, ce qu'on appelle l'effet transistor. Donc il est vérifié dans la zone linéaire. Il reste la troisième zone pour des valeurs de VCE inférieures à VCE SAT. Donc si VCE inférieur ou égal à VCE SAT, donc on appelle cette zone de saturation. Dans cette zone VCE inférieure à VCE SAT, et nous avons un courant ici qui dépend fortement de VCE, c'est pas le cas ici, et nous avons l'expression IC égale à bêta IB n'est plus vérifiée dans cette zone. Donc dans ce cas, il est clair que IC est inférieur strictement à bêta IB parce que bêta IB, donc elle est vérifiée ici.
Pour des valeurs inférieures à VCE SAT, cette expression n'est plus valable. Donc, dans la zone de saturation, IC n'est plus égal à bêta IP, il est inférieur à bêta IP. Donc, dans cette zone, on dit que IC dépend peu de IB. Par contre, il dépend fortement de VCE. Par contre, ici, c'est l'inverse. IC dépend de IB et il dépend peu de VCE. De plus, ici, puisque nous avons la valeur de VCE SAT en pratique, elle est faible. Donc, pour les valeurs VCE inférieures à VCE SAT, nous avons un VCE très très petit, donc un VCE qui est proche de 0 volts. Dans ce cas, nous avons forcément VBE égale à VBC supérieur à 0. Je rappelle le symbole du transistor et la représentation des tensions ici P, C et E. Donc ici la tension VBE, la tension VCE et la tension VBC. Donc si VCE est presque égal à 0, donc les points C et E se confondent et on va avoir une tension VBC égale à peu près à la tension VBE. Et puisqu'on va avoir une alimentation ici, donc on va avoir une tension VBE qui est égale à VBC supérieure à 0. Si on suppose qu'on a ici une alimentation VBB. Donc bien sûr ici on a comparé avec 0, on a supposé que la tension C elle est égale à 0. Qu'est-ce que ça veut dire VBE égale à VBC supérieur à 0? Donc VBE supérieur à 0, VBC supérieur à 0. Donc la diode ou bien la jonction BE et la jonction BC sont toutes les deux passantes. Donc on en déduit que lorsque la jonction BE et la jonction BC sont passantes, donc le transistor fonctionne dans la zone de saturation. Donc voilà, voici la caractéristique IC en fonction de VCE, mais cette caractéristique c'est pour une valeur bien déterminée de IB, parce que IC varie en fonction de VCE, mais elle varie également en fonction de IB, parce que IC égale à bêta IB. Ceci signifie que nous avons plusieurs caractéristiques IC en fonction de VCE, en fonction des valeurs de IB. Donc, pour chaque valeur de IB, on a une caractéristique différente IC en fonction de VCE. Donc, par exemple, cette caractéristique est pour une valeur IB1 de IB. Si on a une valeur IB2 supérieure à IB1, donc bien sûr, puisque ici nous avons IC1 égale à bêta fois IB1, si on a une valeur IB2 supérieure à IB1, on va avoir IC2 égale à bêta fois IB2. Donc ça va être supérieur à IC1. Et donc la caractéristique IC2 en fonction de VCE va être différente. Donc on va avoir une caractéristique qui ressemble à quelque chose comme ça. Ça c'est pour IB2. Si on a une valeur IB0 inférieure à IB1, on va avoir une caractéristique comme ça. Pour une valeur IB0 qui est inférieure à IB1 et ainsi de suite. Donc on a en fin de compte, on a plusieurs caractéristiques IC en fonction de VCE, en fonction des valeurs de IB. Donc on obtient quelque chose comme ça. Donc plusieurs caractéristiques pour chaque valeur de IB, IB1, IB2 jusqu'à une valeur IB6. Donc ici VCE SAT, ici VCE max. Et entre les deux, il y a la zone linéaire
Donc, et dans cette zone, donc, nous avons plusieurs caractéristiques en fonction des valeurs de IB. Notons ici que pour IB égale 0, qu'est-ce que ça veut dire IB égale 0? Donc, courant d'entrée égale 0, donc il n'y a rien. Donc, si le courant d'entrée est nul, donc le transistor est bloqué. Dans ce cas, la jonction BE est polarisée en inverse et la jonction BC est polarisée en inverse. Donc, dans ce cas, le transistor est bloqué. Par contre, la zone de saturation ici, nous avons dit que les deux jonctions BE et BC sont passantes. Et dans la zone linéaire, on sait déjà que dans ce cas, la jonction BE est passante et la jonction BC est bloquée. Pour faire fonctionner le transistor dans la zone linéaire, donc il faut que BE soit passante, BC soit bloquée. Pour qu'il fonctionne en saturation, BE doit être passante et BC doit être passante. Pour qu'il soit bloqué, donc on appelle cette région cut-off, la cut-off region. Donc dans ce cas, donc BE est bloqué et BC bloqué. Donc le transistor va être bloqué. Voilà. Donc on peut résumer ça selon l'état des jonctions BC et BE. Donc on va obtenir un état de fonctionnement du transistor. Donc nous avons ici la tension VBE, ici la tension VBC. On va comparer avec 0 pour simplifier. Donc si VBC positive et VBE positive, c'est-à-dire que BC et BE sont passantes. Dans ce cas, on obtient le fonctionnement dans la zone de saturation. Par contre, si BC et VBC est inférieur à 0, c'est-à-dire BC est bloqué et BE est passante, dans ce cas, donc c'est la zone linéaire. Donc on dit que c'est le fonctionnement normal du transistor dans la zone linéaire. Par contre, ici, si les deux tensions sont négatives, c'est-à-dire BE inverse ou bien bloqué et BC fonctionne en inverse, c'est-à-dire les deux bloqués, donc le transistor va être bloqué. Donc c'est la région de blocage, donc transistor bloqué. Cette région dans laquelle BC est passante et BE est bloquée, donc c'est une zone de fonctionnement normal du transistor, mais dans le sens inverse, donc on n'utilise pas en pratique. On passe maintenant aux limites d'utilisation du transistor. Bien sûr, il y a des limites pour utiliser le transistor, donc qu'il ne faut pas dépasser pour ne pas endommager le composant. D'abord, il y a la tension maximale de sortie, VCE max, qu'il ne faut pas dépasser, sinon on va endommager le transistor. Il y a également une valeur maximale de IC max, qu'il ne faut pas dépasser. Donc, dans cette région, on ne peut pas faire fonctionner le transistor, sinon on risque de l'endommager. Donc ici, on a raisonné en fonction du courant de sortie maximale et de la tension de sortie maximale. Il reste également un paramètre important, c'est la puissance maximale, la puissance de sortie. Donc c'est IC fois VCE. Donc cette puissance ne doit pas dépasser une valeur maximale. Donc on doit avoir toujours cette valeur inférieure à une valeur maximale. Donc la limite c'est quoi? C'est lorsque IC fois VCE égale à P max. Donc c'est-à-dire IC égale à 1 sur VCE fois P max.
Donc ici en fonction de VCE, une constante divisée par VCE, ça correspond à une hyperbole. Donc si on veut la représenter, on obtient quelque chose comme ça. Donc ceci correspond à la courbe IC égale à 1 sur VCE fois la puissance maximale. Donc pour respecter cette condition, qu'est-ce qu'il faut avoir? Il faut rester toujours inférieur à, parce que ça correspond à IC fois VCE égale à P max. Donc qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à rester inférieur à P max. Donc il faut rester ici. Et donc on n'est pas autorisé à être dans cette région. Cette région correspond à IC. Donc cette région ici correspond à IC fois VCE qui est égal à la puissance supérieure à P max. Donc ici, ça correspond à P supérieur à P max. Donc on va ajouter cette zone à la zone interdite. Donc la zone de fonctionnement ou la limite de fonctionnement du transistor, c'est cette zone qui n'est pas assurée. Après avoir représenté les trois caractéristiques importantes du transistor, à savoir IB en fonction de VBE, IC en fonction de IB et IC en fonction de VCE, il ne reste plus que représenter ce qu'on appelle le réseau de caractéristiques du transistor bipolaire. Donc voilà, on représente toutes les caractéristiques sur le même graphe. Voilà, on n'a pas parlé de la caractéristique IVBE en fonction de VCE parce qu'elle n'est pas vraiment intéressante dans notre contexte, mais elle a le mérite d'être représentée ici avec les trois autres caractéristiques.